Bonjour à tous et bienvenue sur Cluster News. Il est 16 h dans l'actualité de ce journal en ce vendredi 3 mars. En politique, Alain Juppé, l'alternative. François Fillon perd de plus en plus de soutien. Alors Alain Juppé prendra-t-il la relève? Ensuite, nous vous parlerons du dernier opus d'Ayam. C'est le 19e, il sort aujourd'hui. Et enfin ce soir, les Enfoirés se donneront en spectacle à l'Hôtel Arena à Caen. Et enfin, on ouvre ce journal avec la disparition d'une figure emblématique du football. Raymond Kopa est décédé ce matin. Paulin Hugui nous dresse le portrait de ce grand sportif. Kopa est mort, vive Kopa. Une légende du football français vient de nous quitter. Raymond Kopa est décédé ce matin à l'âge de 85 ans. Triple champion d'Europe, Ballon d'Or et meilleur joueur de la Coupe du Monde 1958, Kopa est sans conteste l'un des plus grands joueurs du football français. C'est sous les couleurs du stade de Reims que le jeune Raymond, de son vrai nom Kopalevski, se révèle aux yeux des Français. Un stade de Reims qui l'amènera jusqu'en finale de la Coupe d'Europe des clubs en 1956. Puis, la saison suivante, il fut recruté par Madrid, club avec lequel il remporta 3 Coupes d'Europe d'affilée. Une équipe de stars qui marqua le mandat du charismatique président madrilène Santiago Bernabéu, qui considérera toute sa vie Kopa comme l'un de ses fils. Et du côté de la Casablanca, Kopa alias Napoléon côtoya les plus grandes légendes du ballon rond, comme le hongrois Ferenc Puskás et l'hispano-argentin Alfredo Di Stefano, constituant la première équipe de galactique de l'histoire du football. Mais c'est sous les couleurs de l'équipe de France que Kopa devint une véritable star dans l'Hexagone. Lui, le mineur, fils d'immigrés polonais, fit connaître le maillot bleu aux 4 coins du monde. Marqué par ses 45 sélections avec l'équipe de France, il continua sa carrière de joueur professionnel jusqu'à 35 ans. 18 ans de carrière qui auront fait de Kopa l'une des légendes françaises du ballon rond. Alors Paulin, nous ce qu'on aimerait savoir, si vous deviez le situer dans le paysage du football français, comment le placeriez-vous? Alors Audrey, c'est très compliqué de comparer des joueurs qui ont joué à des époques totalement différentes. Mais il est clair que Kopa est l'un des grands de l'équipe de France, car il est l'un des premiers à être parti jouer à l'étranger, en l'occurrence au Real Madrid, qui était l'un des plus grands clubs de l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Il est aussi le premier de la liste des grands numéros 10 de l'équipe de France à être issu de l'immigration, car on se rend compte que dans l'histoire de l'immigration française, à chaque vague, son grand numéro 10. Donc Raymond Kopa dans les années 50 pour la vague polonaise, Platini dans les années 70-80 pour la vague d'immigration italienne, puis Zidane au début des années 2000 et à la fin des années 90 pour la vague nord-africaine. Et maintenant, est-ce qu'on peut vraiment comparer Kopa à Zinedine Zidane ou Michel Platini ? Personnellement, je ne pense pas, parce que ces deux joueurs, donc Platini et Zidane, ont gagné des titres avec l'équipe de France, ce qui n'est pas le cas de Raymond Kopa. Maintenant, on peut quand même considérer que Kopa occupe une place de choix auprès de ces deux grands joueurs du football français. Écoutez, merci Paulin pour cette analyse. Et maintenant, en politique, on vient de l'apprendre, une défection importante et pas des moindres. NKM vient de quitter le parti, du moins le soutien de François Fillon. Et comme je venais de vous le dire, François Fillon est plus que jamais dans la tempête. Et donc, certains parlent même de plan J, comme Juppé. Est-ce la bonne alternative? Vanessa Dadachi est partie interroger 2 étudiants de la Paris Business School sur ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Alain Juppé a des chances de réussir? C'est un candidat qui a fait ses preuves à travers les années. Après, c'est quand même aujourd'hui une situation qui est inédite, c'est quand même extrêmement complexe, à savoir est-ce qu'il va reprendre tel quel le programme de François Fillon, est-ce qu'il va décider d'en faire un autre, est-ce qu'il va garder l'équipe de campagne, est-ce qu'il va en faire une nouvelle. Je pense aussi que c'est une idée qui a été un petit peu montée aussi par les médias, puisque ça crée du suspense sur une éventualité. Avant, il n'y avait pas de plan B, pendant 5 jours, il n'y a pas eu de plan B, aujourd'hui c'est Alain Juppé. Est-ce que vous pensez que la candidature de François Fillon peut être maintenue? Si même quand ses proches s'en vont, il décide de continuer, ce sera vraiment lui le dernier décideur et c'est sa volonté personnelle et son entêtement qui fera la différence sur ce sujet-là. En revanche, au sein de son parti, il y a encore 70% de personnes qui sont à le soutenir, selon les sondages justement. Et comment vous expliquez un tel soutien? La droite a toujours eu la culture du chef, donc je pense que quoi qu'il arrive, elle soutiendra toujours son leader. Aujourd'hui, le leader, c'est François Fillon.
Donc je pense que ce chiffre de 70% n'est pas étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne présidentielle en général, de la tournure que ça prend en France? C'est dommage parce qu'elle est parasitée par les affaires, notamment celle de François Fillon, celle de Marine Le Pen. Et donc aujourd'hui, pour parler du fond et essayer de voir un petit peu plus clair dans les programmes des différents candidats, pour le français moyen qui ne suit pas forcément la politique, c'est très compliqué. On le voit encore aujourd'hui, l'affaire maintenant Fillon dure depuis 1 mois et chaque jour a son nouveau lot de rebondissements. Donc j'ai l'impression que Et maintenant, dans l'affaire des disparus d'Orvault, le fils Troadec, Sébastien, est toujours activement recherché. Certains témoins affirment l'avoir aperçu dans la région de Saint-Nazaire. D'ailleurs, sa voiture a été retrouvée hier sur le parking de l'église de la commune. D'autres témoins assurent en revanche qu'elle était garée depuis samedi dernier. La police n'a pas encore vérifié toutes ces informations. Et maintenant, le jugement d'un jeune adolescent de 16 ans vient d'être prononcé hier pour terrorisme et tentative d'homicide. La victime, un enseignant de confession juive, Wafia Jelaili, a enquêté sur cette affaire. 1 an après, la sentence est tombée. Youssouf K est condamné à 7 ans de prison. La décision a été prise ce jeudi par le tribunal pour enfants de Paris. Pour rappel, l'adolescent de 15 ans, radicalisé via Internet, avait tenté d'assassiner au nom d'Allah en janvier 2016 un enseignant de confession juive à coups de machette dans les rues de Marseille. La victime Benjamin Amselem, âgé de 40 ans, se dit soulagé par la décision, malgré le traumatisme toujours présent suite aux violences subies. C'est tout directement, je ne l'ai pas vu arriver par derrière, il a commencé à frapper. J'ai vu la haine dans ses yeux, le vide et vraiment l'envie de tuer. J'arrive pas à comprendre qu'à un âge pareil, on puisse avoir des envies de meurtre. Je pense que c'est effrayant et traumatisant, mais envers lui, j'ai pas spécialement de haine ou de colère ou d'envie de vengeance. L'enseignant souhaite tourner la page désormais et a depuis quitté Marseille pour s'installer avec sa famille en région parisienne. Le but, faire le vide sur tout ça et essayer de se reconstruire. Direction les États-Unis, nouvelle affaire de sécurité informatique chez les Républicains cette fois-ci. Le vice-président Mike Pence aurait violé le secret professionnel avec son adresse mail personnelle, un sujet de Barnabé Deuve. Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, est en pleine tourmente. L'ancien gouverneur de l'Indiana est accusé d'avoir utilisé une adresse de messagerie personnelle pour discuter de faits relevant de la sécurité nationale. Un gros problème pour le républicain car les adresses personnelles ne sont pas protégées et sont donc bien plus exposées au virus informatique que celles fournies par le gouvernement américain. Une affaire qui rappelle celle d'Hillary Clinton. En mars 2015, l'ancienne secrétaire d'État avait elle aussi utilisé son adresse personnelle pour échanger des données sensibles avec des membres de son administration. Et c'est bien là que le bât blesse. Pendant la campagne de Donald Trump, le colistier avait souvent conspué la candidate démocrate pour avoir justement mis en danger la nation américaine. Il lui a notamment reproché son manque de vigilance. Une nouvelle polémique qui n'intervient pas au meilleur moment pour l'administration Trump. Depuis son investiture, le président américain et ses proches ont enchaîné les scandales, tant publics que privés. Et maintenant à Bruxelles, 50 pays se sont réunis hier pour manifester contre la décision de Donald Trump de couper les vivres pour les ONG qui financent l'avortement. Déjà près de 180 millions d'euros en faveur des droits des femmes dans le monde ont été réunis. Une démarche qui doit continuer car on estime le manque à gagner depuis cette décision à 600 millions d'euros encore. Le célèbre trompettiste Ibrahim Mahalouf, récompensé d'un César la semaine dernière, mais aussi des victoires de la musique en février dernier, est soupçonné aujourd'hui d'atteinte sexuelle sur mineurs. Pendant sa garde à vue, il a reconnu avoir échangé un baiser et un SMS à caractère sexuel avec une jeune adolescente de 14 ans. Elle avait effectué un stage avec lui d'1 semaine en décembre 2013. La nouvelle console de chez Nintendo sort aujourd'hui, la Nintendo Switch exactement. Son utilisation est révolutionnaire. Un reportage de Wenpei Yuzhang.
C'est aujourd'hui, la Nintendo Switch est en rayon. Avec l'ambition d'effacer l'échec de sa précédente machine, la Wii U, cette nouvelle console va permettre aux gamers de jouer n'importe où et n'importe quand. La Switch, c'est la première console hybride, c'est-à-dire console de salon et console portable. C'est le truc qui révolutionne vraiment les jeux vidéo, alors que là, c'est vraiment une console qui, même en voyage, elle peut être emmenée partout et l'écran peut se détacher afin de pouvoir jouer à deux. Et ça veut dire qu'on a une console portable qui peut se déplacer et où on peut jouer à deux directement. Si Nintendo s'adresse à toutes les tranches d'âge, la Switch semble toutefois particulièrement ciblée pour les adultes. Pour eux, ils n'ont plus la possibilité de rester des heures devant leur télévision, donc la Switch promet d'être utilisable à tout moment. Comme j'ai l'habitude de bouger beaucoup dans Paris, au moins je suis sûr d'avoir une nouvelle console en tout cas, pour pouvoir jouer et chez moi et avec des amis dehors. Parce qu'on les rattache à l'écran une fois qu'on les transporte, et puis au moins ça permet d'avoir un certain recul. Pour son lancement, la Switch peut compter sur Zelda, la nouvelle opus de jeu d'aventure de Nintendo. Le fabricant japonais estime toutefois pouvoir faire en France près de 100 000 ventes la première semaine. J'en ai aucune en vente libre aujourd'hui. Même ceux qui ne m'ont pas réservé, qui viennent depuis ce matin, qui ont fait la queue devant, vraiment, elle a été très attendue. Il faudra attendre encore quelques mois avant que la ludothèque se remplisse, avec un Mario Kart cet été et Super Mario Odyssey en fin d'année. Et maintenant, on passe aux dernières sorties. Musique, sortie d'album et vice-dressing ce week-end. Atis Baran est avec nous sur le plateau et passe en revue l'essentiel pour vous conseiller. Bonjour Atis. Bonjour. Alors, I Am, d'abord, le groupe mythique qu'on ne présente plus sort son nouvel album aujourd'hui. Vous aurez remarqué le beau jeu de mots du titre Révolution, ce qui laisse présager un rap toujours aussi engagé dans ses textes. D'ailleurs, il sort 2 mois avant les élections présidentielles et ce n'est pas anodin. Exemple avec le titre Monnaie de singe qui dénonce, selon I Am, la différence de crédit que la société, les médias et les réseaux sociaux accordent aux bonnes ou mauvaises actions des citoyens issus des quartiers populaires. Extrait. Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ici pas trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères. À l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, on n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier. Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Voilà. Et Gavin James sera en concert ce soir à 20h au Café de la Danse. L'Irlandais est lancé sur les rails du succès depuis plusieurs mois maintenant. Il a commencé à traîner son bagou, sa voix douce et soul autour du quartier de Temple Bar à Dublin avant d'exploser avec son tout premier EP, Say Hello, resté 6 mois dans le top album. S'en est suivi tournée à guichet fermé dans toutes les grandes villes d'Europe, en première partie des artistes Liane La Havas, Tom Odell ou encore James Blunt. Extrait de son titre I Don't Know Why, remixé par Danny Avila. Vous pouvez découvrir le talent de ce singer-songwriter sur son premier album, Bitter Pill. Et maintenant, je crois qu'il est question d'un événement particulier, une belle initiative de danse, on peut même dire, une expérience à l'Opéra de Paris, c'est ça hein? Oui Audrey, c'est un projet de danseurs en duo qui se situe entre danse contemporaine et performance. Il tourne un peu partout dans le monde depuis le début des années 90. Boris Charmaz, issu de la danse classique, s'échine à décloisonner sa discipline et s'est associé à Dimitri Chamblas, directeur artistique de la 3e scène de l'Opéra de Paris. L'association de ces deux passionnés donne une danse libérée de ses carcans habituels de perfection et les danseurs évoluent dans un carré de 5 mètres sur 7, très proche des spectateurs. On écoute Boris Charmaz sur le dispositif.
La danse, c'est un bon médium en fait. On n'a pas besoin de scène, on n'a pas besoin de gradins, mais c'est un endroit où il y a un accès très direct en fait au mouvement, à la joie de danser, au fait de se mettre en jeu, et ça permet de changer très vite son regard vis-à-vis de l'autre. Ce sera à l'Opéra Garnier à partir du 16 mars jusqu'au 2 avril. Infos et réservations sur leur site, Audrey. Merci Atis. Le salon du tatouage cette année, c'est un événement qui rencontre de plus en plus de succès. L'année dernière, plus de 35 000 visiteurs s'y étaient rendus. Vous pourrez retrouver un reportage complet avec nos reporters Maeva Wormserm et Cindy Tompous sur notre site Cluster News. On passe à une touche un peu plus légère. Ce soir, c'est le célèbre show annuel des Enfoirés, un spectacle qui aura lieu pour la première fois sans la présence de Jean-Jacques Goldman. Wafia Djelaili est sur le plateau pour nous en dire un peu plus. Alors Wafia, dites-nous tout. Et oui, Audrey, comme chaque année, les Restos du Cœur assurent le show sur la scène de l'Hôtel Accor Arena. Mais comme vous l'avez dit, cette 28e édition sera particulière puisque Jean-Jacques Goldman ne fera pas partie du spectacle. L'auteur, compositeur et interprète qui avait créé la troupe des Enfoirés a en effet souhaité se retirer pour laisser place aux jeunes. Un hommage lui sera bien entendu adressé ce soir à travers ses musiques parodiées par Michael Youn et des sketchs joués par sa bande de potes et bien d'autres surprises. Alors du coup, cette absence, elle n'est pas un peu trop gênante ? Eh bien, oui et non. Les Enfoirés accueillent chaque année de nombreuses stars. Et l'année dernière, il y a eu quand même Zlatan Ibrahimovic. Et cette année, c'est Thomas Pesquet qui s'invite au spectacle. Le célèbre astronaute sera lui aussi présent ce soir sur scène et nous fera sans nul doute voyager sur la Lune. De quoi nous faire un peu oublier l'absence de Jean-Jacques Goldman. Donc au rendez-vous ce soir, musique, émotion et rire. Alors ne ratez surtout pas à 21h le spectacle des Enfoirés. Et n'oubliez pas qu'il est possible de faire un don en se connectant sur leur site internet. Merci. Et enfin, on termine avec du sport, avec du biathlon. Gros globe de cristal pour Martin Fourcade à 28 ans. Il rentre un peu plus dans la légende en raflant son 6e titre consécutif. En arrivant seulement 3e au sprint final de Pyeongchang. Son sacre arrive 6 manches avant la fin de la saison de la Coupe du Monde. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à lundi.